Cette semaine, à Parlons Affaires, il sera question de cybersécurité. Parlons Affaires vous est présenté par Lemieux Nollet, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise. Bonjour tout le monde. À nouveau, on vous souhaite la bienvenue à l'émission Parlons Affaires. Je vous présente les gens de l'équipe de Lemieux Nollet avec moi encore une fois cette semaine en studio. Martin Letourneau. Bonjour Martin. Bonjour Michel. Sylvain Moisan, bien sûr. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Et nos invités de l'entreprise CyberSWAT, Martin Sanson. Bonjour. Et Jean-Philippe Racine. Bienvenue. Bonjour. Juste avant de découvrir cette entreprise-là, on a eu la chance d'aller les rencontrer dans leur établissement, de voir et de découvrir cette entreprise-là. Regardez le reportage qui suit. On revient en studio. Restez avec nous. CyberSWAT, c'est une entreprise en cybersécurité qui a été fondée en 2015. On a une dizaine de spécialistes qui se promènent un peu partout au Québec pour intervenir, pour aider les entreprises à protéger leur information la plus critique. C'est quoi cette information-là critique? Bien, ça peut être des renseignements personnels sur des individus, des Québécois d'ici. Ça peut aussi être de la propriété intellectuelle, des brevets ou encore une recette secrète industrielle pour une entreprise manufacturière. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont un faux sentiment de sécurité par rapport à la protection de leur information. Que ce soit qu'ils pensent qu'il y a déjà suffisamment de sécurité dans l'entreprise ou bien que c'est juste les autres entreprises qui risquent d'être attaquées par des pirates informatiques. On a de plus en plus une grande exposition aux pirates parce que soit qu'on a des grandes bases de données qu'on appelle aussi le Big Data, ou bien maintenant il y a moyen d'accéder aussi par les pirates depuis les téléphones cellulaires. Toute entreprise maintenant est à risque d'avoir quelqu'un qui va accéder de façon malicieuse à son information. L'offre de service de CyberSWAT se divise en trois parties. L'évaluation du cyberrisque, la prévention en cybersécurité et aussi l'intervention après sinistre. L'évaluation du cyberrisque se fait avec les entreprises où on va regarder les points sensibles où les hackers peuvent tenter d'entrer pour venir chercher de l'information confidentielle et personnelle qui est détenue par les entreprises. Avec cette intervention-là, on est en mesure de déterminer des points faibles et aussi d'émettre des recommandations pour permettre à l'entreprise de fermer les portes potentielles aux hackers. Au niveau de la prévention également, on met en place les recommandations qui ont été émises lors de l'évaluation du cyberrisque. Et également, on est en mesure de faire des formations auprès des employés en termes de cybersécurité. Pour ce qui a trait aux investissements requis pour tenter de se protéger, il a été prouvé que la sensibilisation des employés, en leur expliquant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est à risque, que ce soit par les courriels ou par les téléphones qui peuvent entrer, à ce moment-là, on diminue énormément le risque. En ce qui a trait à la portion d'intervention après sinistre, nos spécialistes qui sont disséminés à travers la province de Québec peuvent intervenir rapidement, soit à distance ou sur place, auprès des clients, pour leur permettre de minimiser les pertes lors d'un incident de sécurité. Également, nous avons certains clients qui ont des besoins en cybersécurité qui sont plus grands que les autres. Alors, nous avons des ressources internes qui peuvent être déplacées pendant plusieurs semaines, plusieurs mois chez les clients afin de s'assurer d'un bon contrôle de la cybersécurité. Le groupe CyberSWAT, avec son offre de service, va pouvoir aider autant les PME que les grandes entreprises et ultimement faire en sorte que tous les Québécois et Québécoises vont être mieux protégés.
Nous sommes de retour en studio avec Sylvain qui a une première question pour l'équipe de CyberSwat. Oui, Michel. En fait, au niveau des firmes comptables comme nous, puis on rencontre différents entrepreneurs durant l'année, et on dit souvent au Québec qu'on manque d'entrepreneurs. Ce serait intéressant d'entendre Jean-Philippe sur son cheminement de carrière, puis qu'est-ce qui l'a amené à créer CyberSwat en 2015? Bien, dans le fond, tout a commencé en 2001 où j'ai commencé à travailler en informatique. Et cette première année-là, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un collègue de travail qui a piraté mon ordinateur à la maison. Fait que ça, c'est venu conditionner, ça m'a traumatisé un petit peu, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est venu conditionner tout le reste de ma carrière. Après ça, je n'étais plus juste en informatique, je consacrais mon temps à savoir comment les pirates informatiques peuvent rentrer dans les systèmes et comme ça, vraiment protéger les entreprises. Donc, de fil en aiguille, moi, je voulais toujours être un entrepreneur et c'est pour ça que dans les années 2014, je suis allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et là, c'est là que j'ai passé d'un mode plus travailleur autonome à entrepreneur. Et là est venue l'idée de groupe CyberSwat et toute l'offre de services de CyberSwat qui est autant pour la PME que pour la grande entreprise. Toi, Martin, tu as joint CyberSwat récemment, mais ton expérience antérieure, peut-être nous décrire ton parcours. Moi, je suis tombé dans la marmite de la sécurité à la fin des années 90, alors que j'étais responsable du projet de passage à l'an 2000 chez un de mes clients. Et j'ai tombé en amour avec tout ce qui touche sécurité de l'information et par la suite, ce qui est devenu la cybersécurité. C'est extrêmement spécialisé, votre domaine. Oui, ça touche l'informatique, mais là, on est à une autre étape, un autre rôle. Vous avez plusieurs spécialités dans votre entreprise. Vous avez des collaborateurs, des employés. Peut-être nous en parler un peu, Jean-Philippe. Oui, bien, grosso modo, il y a le volet toute analyse de risque où ce qu'on regarde un peu quelles sont les situations qui vont mettre à risque l'entreprise de se faire pirater. Après ça, il y a des recommandations qui sont émises, puis c'est là où il y a le volet toute prévention de la cybersécurité, où qu'on applique tout ce qu'il faut pour éviter qu'il arrive quelque chose. Mais il y a aussi finalement le volet, même si on ne veut pas en arriver là, toute gestion d'incidents de sécurité ou intervention en cas de sinistre, un peu comme un Calinet de ce monde. Bien, on a en place un système 24/7 qui permet aux entreprises d'appeler en cas d'urgence et d'avoir un spécialiste qui va intervenir sur place ou à distance. Est-ce que les entreprises, est-ce que vous constatez qu'elles sont plus réactives lorsqu'il arrive un problème ou bien si généralement elles vont prévenir les problèmes, les cyberattaques? Ce qu'on voit, c'est surtout un manque d'information et de formation auprès des entreprises parce que tout le monde a tendance à dire « Ah, ça va arriver à quelqu'un d'autre. » Et moi, il n'y a pas de danger que ça m'arrive, jusqu'à un moment où soit ils sont infectés par un virus ou leurs systèmes sont bloqués par un rançongiciel ou des choses du genre. Quelle est votre clientèle visée, Jean-Philippe? Bien, il y a le volet de toutes les grandes entreprises qui ont des renseignements personnels ou encore des renseignements de santé. Mais ça peut être des entreprises manufacturières aussi qui ont une recette secrète qu'ils voudraient protéger. Ça, c'est tous des types d'entreprises chez qui on peut intervenir. Si on parle justement des rançongiciels, comment les entreprises vivent ça? Comment vous les conseillez par rapport à... Comment elles devraient réagir lorsque ça arrive, par exemple? Un rançongiciel, c'est quelque chose qui provient la plupart du temps par courriel. Alors, la personne ouvre le courriel qui semble légitime, qui peut provenir de quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise ou d'une entreprise avec laquelle elle fait affaire. Alors, elle clique sur le lien qui est à l'intérieur du courriel et c'est à ce moment-là que tous les fichiers de l'entreprise sont chiffrés automatiquement par le logiciel malicieux. Le rançongiciel, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait afficher à l'écran une information qui dit « Pour pouvoir déchiffrer tous les fichiers de l'entreprise, vous devez payer une rançon de X centaines ou X milliers de dollars à tel numéro de compte. » Et une fois que la rançon est reçue, on reçoit un numéro ou l'information pour déchiffrer les fichiers. C'est sûr que si on a des copies de sécurité ou des backups pour revenir en arrière, ça peut nous éviter de payer la rançon à ce moment. Mais il n'est pas garanti que le malfaiteur va respecter, après avoir reçu le paiement, va remettre en marche le système de l'entreprise. Effectivement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps,
il arrive deux choses. Ou bien il y a un mot de passe qui est envoyé une fois que le paiement a été effectué, ou encore on peut redemander encore un petit peu plus d'argent avant d'envoyer le mot de passe pour pouvoir déchiffrer les fichiers. Mais ça devient des pertes de productivité importantes pour une organisation. Effectivement, on parle de perte de productivité, on parle aussi de l'image de l'entreprise qui peut être affectée si c'est connu. Et on parle aussi peut-être de poursuites potentielles de clients qui avaient des données dans cette entreprise-là, alors que peut-être qu'eux pensent que les données n'ont pas été seulement chiffrées, mais qui ont aussi été récupérées par les pirates. Ultimement, ce que les entreprises peuvent faire pour éviter de souffrir de ça, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des sauvegardes ou des backups. Et ça, ce que ça fait en sorte, bien, l'entreprise peut revenir en arrière une journée ou une semaine en arrière pour s'assurer que l'information est récupérée. Et comme ça, il n'y a pas besoin de fournir d'argent aux malfaiteurs. Mais il reste que ces cyberattaques-là, ils peuvent permettre aux malfaiteurs d'aller récupérer soit des données, des informations financières. On parlait tantôt justement d'une entreprise manufacturière qui aurait développé un modèle de fabrication ou les renseignements personnels. Donc, les cyberattaques peuvent récupérer ces données-là, j'imagine. Et ça sort de l'entreprise. Il y a un danger de circulation, probablement. Oui, bien, c'est certain qu'il faut mettre en place d'autres couches pour faire en sorte que le malfaiteur ne se rend pas à cette étape-là. Il y a toutes des protections que peut-être Martin pourrait nous expliquer. Là, en fait, si on veut simplifier ça, la sécurité de l'information, c'est un peu comme un oignon. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Alors, au milieu de l'oignon, on a nos données qu'on veut protéger et autour, on rajoute des couches pour pouvoir permettre une meilleure sécurité et que si quelqu'un tente d'entrer à l'intérieur de l'entreprise, il y a plusieurs couches de sécurité à traverser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de retrouver une balance entre que vaut l'information que je veux protéger et l'investissement en termes de couches d'oignon, si vous me permettez l'expression, qu'on veut faire puis qu'on peut faire pour protéger cette information-là qui est vitale à l'entreprise. Messieurs, on s'arrête déjà quelques instants, on va à la pause et on revient. Bougez pas. Si vous êtes professionnel travailleur autonome, vous songez peut-être à l'incorporation. En effet, plusieurs professions peuvent maintenant être exercées par le biais d'une société par action. Ce mécanisme peut vous permettre de profiter de reports d'impôts. Il est aussi possible de réaliser d'intéressantes économies fiscales grâce au jeu du fractionnement du revenu avec un conjoint ou d'autres personnes à charge. Si vous êtes tenté par l'incorporation, validez d'abord si cette solution vous convient et si elle est vraiment avantageuse pour vous. Faites confiance aux compétences de Lemieux-Nollet pour vous guider et maximiser le potentiel de votre entreprise. Nous sommes de retour en Parlons Affaires avec les gens de l'équipe de CyberSWAT. Sylvain a une question d'ailleurs pour un des deux. Oui, Jean-Philippe, dans votre domaine, vous rencontrez beaucoup d'entreprises, vous avez plusieurs consultants et ce serait intéressant de t'entendre, avoir ton opinion peut-être au sujet des entreprises. Elles sont rendues où aujourd'hui au niveau de la cybersécurité, de la protection contre les cyberattaques? Comment tu évalues les entreprises aujourd'hui, où elles sont rendues? Bien, c'est certain qu'il y a des grandes variations. Il y a des entreprises qui ne sont pas du tout prêtes à faire face aux enjeux de cybersécurité. Puis il y en a d'autres qui, à cause de certains encadrements légaux ou des obligations contractuelles, ont déjà mis en place beaucoup de choses. C'est certain que chez celles qui sont moins avancées, il y a un sentiment de pas dans ma cour. Ça arrive juste chez le voisin et ça n'arrivera pas chez nous. Par contre, il y a beaucoup d'enjeux, on entend parler dans les journaux, à la télévision, où il y a des piratages informatiques qui ont eu lieu. Et ça fait en sorte que, bon, tranquillement, pas vite, les entreprises sont quand même de plus en plus sensibilisées, quoique il y a place tout le temps à amélioration. Martin, on entend beaucoup récemment la fameuse fraude du président qui peuvent avoir des impacts financiers importants pour une organisation.
peut-être nous en parler davantage. La fraude du président, c'est une fraude qui est très bien orchestrée. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en lançant des milliers de lignes à l'eau, comme on le fait, exemple, dans des courriels malicieux. Alors, la fraude du président, les fraudeurs prennent de l'information sur l'entreprise, à savoir qui est le président, qui sont les gens qui travaillent au compte payable, les noms et les courriels de ces personnes-là. Et ils montent de faux courriels qui semblent provenir de toute façon légitime du président. Et à ce moment-là, ils envoient ça aux gens des comptes payables. Et avec cette information-là, ils renchérissent avec des téléphones, que souvent c'est quelqu'un qui se fait passer pour un avocat, qui dit « Ah, vous avez reçu un courriel de votre président qui est en train de faire une transaction avec notre entreprise. Il faudra faire immédiatement le virement à tel numéro de compte. » Alors, c'est des fraudes bien élaborées. Et on a des cas, entre autres, au Saguenay, d'une entreprise qui a perdu plus d'1 million de dollars avec ce type de fraude-là. Ultimement, pour se protéger de ça, il y a tout un volet sensibilisation des employés. Parce qu'on peut mettre en place plein de technologies, mais finalement, c'est des humains qui sont en arrière des ordinateurs. Donc, quand les employés ont déjà reçu de l'information sur c'est quoi la fraude du président, ça vient diminuer les chances que ça puisse survenir dans l'entreprise. Effectivement, les malfaiteurs on voit de plus en plus comment ils sont imaginatifs. On va voir des fois des courriels qui peuvent paraître provenir de Revenu Canada, par exemple, ou de Poste Canada, puis ça paraît tout à fait sérieux. Et donc, les gens doivent apprendre à être méfiants dans ces circonstances-là. Oui, effectivement. Le courriel, c'est le vecteur numéro 1 des piratages informatiques. C'est tout le temps par là, ou presque, que ça va commencer. Et là, il y a une infection qui survient, et là, c'est là que les pirates informatiques vont réussir à infiltrer de façon plus importante l'organisation. Pour expliquer un petit peu plus ce que vous mentionnez, ce qu'on appelle l'hameçonnage en français ou le phishing, en fait, c'est que les malfaiteurs montent de faux courriels. Si on recule un petit peu historiquement, quelques années en arrière, vous avez probablement déjà tous reçu un courriel où il y avait des mots en anglais, des mots en français, puis c'était tout, la grammaire était fautive. Alors aujourd'hui, ils ont rendu leur courriel bien beau. C'est que tout le centre du courriel, où est le lien vers leur système qui vont venir infecter l'entreprise, ce bout-là est faux. Par contre, tout ce qui est autour, si on parle de lien, exemple, vers votre site bancaire ou des choses comme ça, si vous cliquez sur le lien, vous allez directement vers le vrai site de votre banque ou de votre institution financière et aller, exemple, dans les hypothèques ou des choses comme ça, pour donner aux gens un faux sentiment de sécurité. De plus en plus, les entreprises, donc oui, ont leur serveur dans les PME, mais de plus en plus, les entreprises vont vers l'info nuagique. De quelle façon qu'on peut se protéger si autant versus nos serveurs à l'interne ou si on est dans le nuage au niveau de l'informatique? C'est certain qu'il y a plusieurs enjeux en lien avec l'info nuagique, ou certains vont appeler ça le cloud. Donc, c'est pas nécessairement, on ne va pas nécessairement empêcher les entreprises d'utiliser ces services-là, mais c'est important de bien évaluer quelles informations on veut envoyer dans l'info nuagique et tout évaluer la sécurité du fournisseur qu'on va sélectionner. Auparavant, c'était facile, quand il y avait un départ d'un employé, de barrer les accès physiques. La personne ne pouvait plus rentrer dans les bureaux. Aujourd'hui, si jamais il y a une terminaison d'employés, bien là, avec tous les services info nuagiques, la personne elle pourrait peut-être encore avoir accès à ces services-là. Fait que c'est important pour l'entreprise d'avoir vraiment un inventaire de tous les accès qui sont donnés dans le cadre de l'info nuagique. De plus en plus, il existe des propositions d'assurance contre la cyberattaque. Peut-être nous en parler un peu? C'est quoi une assurance en cyberrisque? Ça se trouve à être une protection en cas de piratage informatique. L'entreprise subit des dommages et la couverture d'assurance vient, dans le fond, donner des ressources financières à l'entreprise pour passer au travers cette mauvaise passe-là, exactement comme si l'entreprise avait passé au feu, par exemple.
Donc, nous, ce qu'on a fait en sorte, c'est qu'on s'est allié notamment avec des cabinets d'assurance de dommages pour pouvoir offrir des services de protection en même temps que la police d'assurance en cyberrisque. Fait qu'on est très complémentaires. Puis on vient du côté prévention, éviter justement qu'il arrive un malheur pour l'entreprise. Et Jean-Philippe, ça doit être des avenants additionnels à la protection d'assurance qui doivent être pris par l'entreprise auprès de l'assureur. Il y a des avenants qui peuvent être choisis, additionnés à une police déjà existante, ou dans certains cas, quand c'est vraiment une priorité, il y a des polices d'assurance complètes qui peuvent couvrir tous les besoins de l'entreprise. Si on prend un exemple, il y a l'entreprise Target du côté des États-Unis qui a subi un piratage informatique il y a quelques années. Eux autres, ils avaient pris une protection de 100 millions de dollars, qui est quand même très importante. Puis finalement, ça leur a coûté 300 millions et plus suite aux diverses poursuites qui ont eu lieu. Fait que ce qu'on voit, c'est qu'il y a toute vraiment une gamme de protection qui peut commencer de 25 000 jusqu'à des centaines de millions de dollars. Mais on s'entend que le premier objectif de l'entreprise, ça doit être de se protéger elle-même au départ. L'assurance, oui, ça aide, mais le problème, l'entreprise le vit quand même. Hein. C'est ça. Mieux vaut prévenir que guérir, comme certains diraient. C'est un peu là où on va intervenir au niveau du diagnostic en termes de cybersécurité auprès des entreprises, où on va, à l'aide de questions bien spécifiques qui sont reliées au domaine de la sécurité, prendre le pouls un petit peu de l'entreprise, savoir à quel niveau ils sont rendus en termes de sécurité. Et pour revenir avec mon exemple d'oignon tantôt, voir combien de plures d'oignons on a besoin d'installer pour minimiser le risque de cybersécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le risque zéro en informatique, ça n'existe pas. Alors, ce qu'on tente, c'est de toujours minimiser le risque et que le risque qui demeure, ce qu'on appelle le risque résiduel, soit connu. Donc, on sache qu'on n'a pas investi de l'argent pour faire telle ou telle chose, mais que le risque qu'on n'a pas couvert par ce non-investissement-là demeure. Messieurs, on va s'arrêter quelques instants. On revient avec l'équipe de CyberSWAT dans quelques minutes. Restez avec nous. Nous sommes de retour à Parlons Affaires, bien sûr, avec l'équipe de CyberSWAT. On parle de cybersécurité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vraiment un sujet fascinant. Et d'ailleurs, Martin a une autre question pour Jean-Philippe et Martin. Oui, Jean-Philippe, tantôt on a parlé, il y a le vecteur des courriels que les harceleurs rentrent dans les entreprises. Y a-t-il d'autres vecteurs sur lesquels qui peuvent être attaqués dans les entreprises? C'est certain que les entreprises maintenant ont tous ou presque un site web. Fait que ça, c'est un autre endroit où les malfaiteurs peuvent tenter de rentrer. Fait que c'est pour ça que du côté de CyberSWAT, nous autres, dans notre offre de diagnostic que Martin parlait tout à l'heure, on fait aussi un test sur le site web de l'entreprise pour vraiment trouver est-ce qu'il y a des portes d'ouvertes par lesquelles les pirates pourraient passer. Fait que là, on émet un rapport avec des recommandations. Il y a des recommandations qu'on va dire, OK, ça, c'est critique. D'autres, ça serait plus pour une bonification future. Et ultimement, on répare ces portes-là pour diminuer les chances qu'il arrive quelque chose. C'est certain qu'il n'y a jamais de risque zéro parce que c'est tellement dynamique, le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qu'à tous les mois, ou on pourrait même dire à tous les jours, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sortent. Donc, ça fait que ce qui est vrai une journée, le lendemain, il peut survenir quelque chose d'autre. C'est pour ça que c'est important de tout le temps être en contact avec des spécialistes en sécurité pour rester quand même informé de toutes les nouvelles menaces qui arrivent ici. Tu parles justement de la vulnérabilité qui évolue à chaque jour. Les malfaiteurs sont extrêmement imaginatifs, les fraudeurs sont imaginatifs. Peut-être entendre Martin là-dessus sur l'avenir d'un type d'entreprise comme vous, le marché, les ouvertures de marché potentiels, les besoins de l'entreprise. Peut-être nous en parler. Hein. C'est sûr que le travail ne manque pas parce qu'il y a toujours des besoins en cybersécurité. Ce qu'on veut, c'est que les entreprises, que ce soit des petites, des moyennes ou des grosses, soient le plus sécuritaires possible. Alors, c'est à l'aide de nos services, je pense, qu'ils vont être en mesure de le devenir. Et justement, pourquoi on fait affaire avec CyberSWAT? Pourquoi vous êtes bon?
Bien, dans le fond, c'est qu'on a une équipe de spécialistes, puis on le mentionnait tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est vraiment une spécialisation que les gens doivent faire. Donc, il y a des examens de certification qu'on a suivis, que nos gens de notre côté, dans notre équipe, ont réalisé, des formations tout le temps, à toutes les années. Un peu comme certains titres comptables demandent probablement des formations à toutes les années. Nous, tous les spécialistes, ils doivent faire la même chose aussi. Et suivre l'évolution toujours, lire régulièrement, j'imagine, dans le domaine, voir les expériences vécues ailleurs qui ne sont pas nécessairement intéressantes pour les entreprises, puis vous, bien, préparer le terrain. On fait de la vigie sur une base quotidienne avec des systèmes d'alertage, soit sur des mots-clés sur le web ou sur des sites spécialisés en sécurité. Alors avec ça, on a des équipes qui surveillent ça continuellement et qui sont en mesure d'alerter nos clients s'il y a des nouvelles choses qui se produisent. Donc, en résumé, les entreprises devraient vraiment faire affaire avec vous. Vous allez les sécuriser aussi en leur donnant beaucoup d'informations dès le départ. Donc. Et aussi au niveau gouvernemental, vous avez des clients aussi? Oui, effectivement. Donc, on parlait des PME, des grandes entreprises, mais tout dans l'appareil gouvernemental également, on intervient régulièrement. Excellent. On va rejoindre de quelle façon, en terminant, on est presque déjà rendu à la fin de l'émission. De quelle façon? C'est simple, en fait, par le site Internet? Oui, c'est ça qui est le plus simple pour avoir l'information à jour. Donc, sur cyberswat.ca, il y a tous les renseignements pour nous joindre, soit par courriel ou avec notre numéro d'urgence aussi, si jamais il y a un piratage qui a lieu à un moment précis. Et vous allez partout au Québec? En fait, tout est possible. On a des équipes qui sont disséminées partout au Québec. C'est certain qu'avec tous les clients, on est concentré beaucoup dans la région de Québec et de Montréal, mais ultimement, il y a des besoins partout dans la province. Parfait. Merci beaucoup à Martin Sanson, bien sûr, et à Jean-Philippe Racine de Cyberswat de votre présence en studio aujourd'hui. Merci à Martin Letourneau et Sylvain Moisan de Le Mieux-Nollet. Merci à vous d'avoir été là. À très bientôt. Parlons Affaires vous a été présenté par Le Mieux-Nollet, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise.